je m'appelle Laurent, j'ai 30 ans. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 15 ans. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lily, j'ai 9 ans. Aujourd'hui, on va parler de la mucoviscidose. Nous allons aborder 3 grands thèmes. La kinésithérapie, Aérosolthérapie et l'hygiène. On va suivre différentes familles. On va vous expliquer comment on respire. Regardez bien, écoutez bien. Pour commencer notre voyage, comme nous le dit Romane, regardons simplement comment un être humain respire. Lors de la contraction des muscles inspiratoires, l'air riche en oxygène pénètre dans les poumons. Par le nez, la trachée, les bronches et les petites bronches ou bronchioles jusqu'aux alvéoles. C'est l'inspiration. Lors du relâchement des muscles inspiratoires et de la contraction des muscles expiratoires, le gaz carbonique est rejeté soit par la bouche, soit par le nez. C'est l'expiration. Arrivées dans les alvéoles, les molécules d'oxygène diffusent à travers les parois très fines des alvéoles jusque dans le sang qui les transporte dans toutes les cellules du corps. En échange, les cellules libèrent du gaz carbonique qui est éliminé à son tour par les poumons lors de l'expiration. Pour protéger les poumons des microbes et poussières que l'on peut inhaler, il existe un système de défense composé d'une couche de cellules recouvertes de cils et de mucus qui tapissent l'ensemble des conduits aériens du nez jusqu'aux bronchioles, c'est l'épithélium. Les cils agissent comme un escalator. Leur mouvement est coordonné et permet de transporter le mucus. Les microbes et les poussières sont ainsi piégés par le mucus et remontés jusqu'au niveau du pharynx, où le mucus est soit avalé et détruit dans l'estomac, soit craché. Maintenant, essayons de comprendre ce qui se passe chez les personnes atteintes de mucoviscidose et comment la maladie abîme les poumons. La mucoviscidose provoque la formation de sécrétions bronchiques épaisses qui ne peuvent être transportées correctement par les cils. Les microbes, principalement le staphylocoque et le bacille pyocyanique, qui pénètrent dans les bronches, ne sont pas éliminés et infectent de manière chronique les sécrétions bronchiques. Pour lutter contre cette infection, les globules blancs, présents en grand nombre, libèrent des substances toxiques qui vont abîmer la paroi bronchique. Pour freiner cette évolution, il est important d'évacuer les sécrétions bronchiques par la kinésithérapie respiratoire. Comparons un épithélium sain et malade. Il faut bien comprendre ce qu'il se passe. À gauche, vous avez l'épithélium sain, où les cils transportent le mucus sans aucun problème. L'escalator marche correctement. À droite, l'épithélium malade, où nous voyons bien que le mucus est très épais et empêche les cils de faire leur travail. L'escalator ne marche pas correctement. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on vient de vous raconter. Mais le plus important, c'est de bien se soigner. Et pour ça, il faut bien faire sa kiné. La kinésithérapie, c'est peut-être le plus difficile, je dirais. Et encore. C'est des moments assez difficiles. En comparaison, ce serait le plus difficile par rapport à la prise des médicaments, par rapport à la prise des aérosols. C'est une contrainte qui est devenue une habitude en fait. C'est complètement intégré ça dans notre vie de tous les jours. De même façon que le matin, rituellement, on prend sa douche, on se brosse les dents, on se brosse les cheveux, on déjeune. Et ça, il a fallu l'admettre. Pour moi facilement, pour Marine, ça s'est fait petit à petit. Mais une fois qu'on l'a fait, on en est débarrassé, puis on se sent mieux et on passe une bonne journée.
Bon, chacun fait avec ce qu'il est. Moi, je fais du théâtre. Alors, ce que j'ai voulu faire avec Lily pour que ça se passe au mieux, j'ai voulu habiter ce moment-là d'une façon un peu féerique. Avec le loup, faut souffler, hein. Alors, j'arrivais avec les 3 petits personnages, et puis ils arrivaient dans leur maison et tout, le loup arrivait. Alors là, quand justement elle devait vraiment souffler là profondément, je disais, oh là, attention, le loup arrive. Elle soufflait profondément, elle oubliait tout cet univers et le pourquoi de, elle était dans le jeu, et bon, ben, c'était formidable parce que la kiné participait aussi à ce jeu-là, et tout le monde riait, on riait beaucoup. La kinésithérapie, c'est le soin par le mouvement. Et son objectif dans la mucoviscidose, c'est le désencombrement bronchique. Elle permet de lutter contre la stagnation des sécrétions et leur accumulation dans les bronches afin d'assurer des échanges gazeux corrects. Elle a un rôle curatif en permettant d'éliminer chaque jour quantité de sécrétions et de germes, et un rôle préventif par ses possibilités de surveillance et d'entretien quotidien des fonctions ventilatoires et respiratoires, que l'encombrement bronchique soit évident ou insoupçonné. Dès le diagnostic de la maladie, il faut commencer des séances de kinésithérapie avec un professionnel. Les techniques sont variées et doivent être adaptées à l'âge des patients. Laissons-nous guider et regardons comment un enfant atteint de mucoviscidose va au fil des années acquérir son autonomie en apprenant les bons gestes et bonnes attitudes durant ses séances de kinésithérapie. Commençons d'abord par le nourrisson et posons-nous cette question. Pourquoi doit-on faire des séances de kinésithérapie chez le nourrisson ? C'est quand même très impressionnant parce qu'ils appuient assez fort sur les poumons. On a l'impression qu'on lui écrase la poitrine. C'est vrai que c'est... Oui, c'est assez traumatisant. Bon, c'est vrai que les kinés m'ont expliqué qu'on leur faisait pas de mal. J'ai demandé au kiné si ça faisait mal parce qu'au bout d'un moment, elle s'est mise à hurler. Et il m'a dit que non, que c'était plutôt gênant, que c'est désagréable, mais que ça fait pas mal. Effectivement, dès qu'il s'est arrêté, Jeanne s'est arrêtée de pleurer. Et donc je crois que c'était plutôt des pleurs de protestation, de laissez-moi tranquille, mais pas de douleur. Et on m'a expliqué que c'était pour ventiler l'air dans les poumons, pour que ça s'encombre pas. Et quand elle est encombrée, à cause de la mucoviscidose, pour l'aider à sortir toutes les sécrétions qui la gênent pour respirer. Pour lui, c'est important de faire ça, c'est pour son bien, donc on s'y fait, quoi. On essaye en tous les cas. La kinésithérapie respiratoire du nourrisson n'est pas toujours évidente, car il ne peut coopérer à la séance. Il est passif et ne peut expectorer seul. Quand il est encombré, il tousse beaucoup, mais dégage peu ses voies aériennes. Comme vous le voyez sur ce schéma, les sécrétions bronchiques apparaissent dans les petites bronches. Si elles ne sont pas éliminées tous les jours, elles s'accumulent, créent un dysfonctionnement ventilatoire et gênent les échanges gazeux. C'est pour cela qu'il est très important de faire la kinésithérapie respiratoire au nourrisson, même s'il n'y a pas de signe extérieur d'encombrement. Bonjour Jeanne. Le lavage de mains est très important, oui, surtout quand on voit d'autres patients avant et après. À noter, le kinésithérapeute doit avant et après chaque séance de kinésithérapie se laver les mains pour ne pas transmettre des germes d'un patient à l'autre. Les séances de kinésithérapie respiratoire doivent se passer à distance des repas, 2 à 3 heures après, quand l'estomac est vide, car il faut éviter tout problème de régurgitation et limiter le reflux œsophagien. Je l'ausculte pour voir au niveau encombrement comment il est, s'il est très encombré, dans quelle zone. Et en fait, ça complète ce qu'on sent également sous les mains.
puisqu'on arrive à sentir les zones d'encombrement en fonction des vibrations qu'on peut ressentir. C'est important de dégager les voies aériennes supérieures. Quelques gouttes de sérum fluide dans chaque narine. Et si on ferme la bouche, l'enfant inspire par le nez. Et dégage ses voies aériennes supérieures. Voilà les petites sécrétions ici. Voilà. Après le nettoyage des fosses nasales du nourrisson, le kinésithérapeute va aller décoller et chercher les sécrétions loin dans les poumons. Il faut englober le thorax. Il y a une main thoracique qui englobe à fond le thorax de toute la main, en répartissant les pressions sur toute la main, et une main abdominale qui maintient l'abdomen seulement. On fait la kinésie chez le nourrisson pour essayer d'évacuer les sécrétions qui stagnent dans les bronches. Il faut éviter l'accumulation des sécrétions dans cette maladie qui est dite hypersécrétante. Et l'accumulation des sécrétions peut entraîner des troubles de ventilation, des obstructions bronchiques. Bon là, Jeanne ne pleure pas vraiment, elle grogne, elle fait des expirations de plus en plus fortes, de plus en plus actives, parce qu'en chouinant un peu, elle fait travailler ses abdominaux, elle fait une expiration active, et elle sort à chaque expiration davantage d'air. C'est avec la mobilisation de l'air dans les bronches qu'on va mobiliser les sécrétions. À ce stade de la séance de kinésithérapie respiratoire, le nourrisson, avec l'aide du kinésithérapeute, a réussi à décrocher et remonter les sécrétions qui se trouvaient loin dans les bronches. Nous appelons cela l'augmentation lente du flux expiratoire. Il faut maintenant les faire remonter beaucoup plus haut dans l'arbre bronchique et les rassembler afin de les sortir. Pour cela, une deuxième technique est mise en œuvre. On va augmenter la rapidité du geste pour essayer de drainer en fait les bronches le plus gros calibre. Voilà, Jeanne tousse un peu, ce qui prouve qu'elle a quand même, contrairement à ce qu'on croyait, un petit encombrement. Le nourrisson commence à tousser. Cela veut dire que les sécrétions qui avaient été rassemblées sont remontées haut dans l'arbre bronchique grâce à l'accélération du geste du kinésithérapeute. Nous appelons cela l'augmentation rapide du flux expiratoire. Le kinésithérapeute a rassemblé des sécrétions et réussi à les remonter au niveau des grosses bronches. Un réflexe de toux va intervenir pour faire remonter les sécrétions et les sortir. Voilà, très bien. Et en fait, après, on fait remonter les... Très bien. Et voilà. Donc on récupère les sécrétions qu'on a fait avancer avec le pouce. Les sécrétions peuvent être récupérées par le kinésithérapeute pour les visualiser ou les faire analyser en laboratoire. La couleur, l'aspect, l'hydratation de ces sécrétions permettent d'apprécier l'importance de l'encombrement et la surinfection des sécrétions bronchiques, ce qui permet d'adapter le traitement. Le kinésithérapeute va réaliser plusieurs fois ces séries de gestes pour faire remonter le plus de sécrétions possible. Il est impératif d'éliminer à chaque séance le maximum de sécrétions pour éviter l'obstruction des bronches et l'apparition de troubles ventilatoires. Durant une séance, il est impératif de réserver des temps de repos pour que le nourrisson reprenne un rythme ventilatoire normal. Ils lui permettent de se reposer, car une séance de kinésithérapie respiratoire peut être éprouvante.
Vous avez vu ce qui se passe chez le nourrisson. Il est un peu passif, mais au fil des années, on commence à coopérer. Venez voir. Chez le jeune enfant, c'est la période d'apprentissage. Le kinésithérapeute va devoir durant ces années apprendre à l'enfant par différents jeux à gérer son souffle, lui montrer qu'il peut, au fur et à mesure, contrôler ses flux inspiratoires et expiratoires pour nettoyer ses bronches. Encore, bien. Même s'il commence à coopérer aux séances, il ne peut les faire seul. Le kinésithérapeute commence à parler à l'enfant des techniques de drainage et à l'impliquer dans les séances. Bonjour Monsieur Philippe. Comment allez-vous? Ça va? Ça va. Bonjour Pierre-Alexis. Pierre-Alexis est un enfant donc atteint de mucoviscidose, il a 3 ans. À cet âge intermédiaire, la technique de kinésithérapie respiratoire est une technique très particulière, qui est une technique à la fois de kiné respiratoire traditionnelle et à la fois d'apprentissage chez l'enfant d'âge moyen. C'est une technique d'accélération où on mobilise les sécrétions profondes, les sécrétions distales, où on arrive à les faire remonter au niveau des bronches et de la trachée, le but étant d'apprendre à l'enfant à s'auto-drainer, à sentir lui-même ses sécrétions et à les faire remonter. Tu sais comme tu fais le tigre. Allez, encore, on reprend. Allez, encore. Il commence à coopérer aux séances de kinésithérapie respiratoire, mais reste très instable et peu assidu. Il faut tout de même arriver à un compromis pour qu'elle soit efficace et obtenir un désencombrement correct. En 2 temps, travail de l'hémithorax où on fait des compressions thoraciques pour remonter les sécrétions distales. Et un peu plus tard, on essaiera de lui expliquer comment il peut sentir, lui, les sécrétions éventuellement remonter. Vas-y. Voilà, c'est une compression thoracique qui se fait dans le sens du fonctionnement physiologique des côtes. C'est-à-dire que le grille costal, les côtes, ont 3 mouvements. Elles s'abaissent, elles s'enfoncent, elles s'enroulent. Donc la main du praticien ou la main du papa ou de la maman maintient le thorax. On y est, Pierre-Alexis? Oui. On souffle. Voilà, dans le sens de l'affaissement et de l'enroulement du thorax. C'est assez difficile de faire des séances de kinésithérapie chez les enfants de cet âge-là. Ils se fatiguent très vite, ils s'ennuient, le jeu devient assez rapidement lassant, donc ce sont des séances qui durent 10 minutes, un quart d'heure, guère plus. Ah, plus fort que ça. Voilà, donc vous entendez, la toux est archi sèche. Tu fais le chaud sur la main comme ça? Oui, voilà. Bon, ça se termine en jeu. Mais sur le principe, voilà. Tu viens? Le nounours, tu nous montres la kiné du nounours? C'est une méthode d'apprentissage ludique qui lui permet d'assimiler ce que fait le kiné avec ses mains ou ce que font les parents, puisque le but, c'est quand même, à partir de cet âge-là, d'apprendre aux parents à faire de la kinésithérapie par eux-mêmes. Pas en permanence, mais en tout cas, par exemple, s'ils partent en vacances et qu'ils n'ont pas de kinésithérapeute, s'ils partent en week-end, de pouvoir eux-mêmes faire les gestes essentiels. Tout a changé avec sa kiné Anne-Sophie lorsque il est devenu acteur de sa kinésithérapie. Avec des jeux, avec l'envie de souffler, avec la bonne respiration. Pour nous, ça a été formidable. Julien, 4 ans et demi, a acquis une certaine autonomie et apprend actuellement les techniques de drainage avec son kinésithérapeute. À cet âge, l'enfant devient acteur des séances de kinésithérapie. Le travail est basé sur l'apprentissage et la compréhension des techniques de drainage. Regarde ce qu'on va faire. Il va nous montrer. Tu as déjà dû faire ça peut-être. Mais c'est de souffler fort quand tu souffles. Pour faire de la baie sur le miroir. Il faut apprendre à l'enfant à gérer sa respiration lors des séances de kinésithérapie. Pour cela, certains jeux vont l'aider à mieux maîtriser sa respiration. Le premier exercice est de lui apprendre à réaliser une expiration bien longue et profonde, glotte ouverte, en essayant de faire le moins de bruit possible pour aider les sécrétions à remonter.
Vas-y, voilà. Encore bien lente, longue et prolongée. Comme vous venez de l'entendre, Julien fait encore trop de bruit quand il expire. Il a besoin de... Voilà. L'exercice est bien réussi, car quand il expire, il fait moins de bruit, ce qui indique que la glotte est bien ouverte. Il ressent quand il en a besoin, oui, tout à fait. Il le demande même, hein. Il l'a fait même tout seul maintenant, il souffle tout seul parce qu'il a besoin de se désencombrer. J'espère qu'en grandissant, ça ira de mieux en mieux et qu'il acceptera encore mieux tout ça. On lui demande de travailler, on dit glotte ouverte, en fait c'est la bouche comme ça entrouverte et de faire de la buée. Vas-y, souffle bien. Donc en fait j'ai une prise abdominale et une prise au niveau costal, au niveau du sternum. Donc j'essaye d'aller le plus loin possible pour remonter les glaires, tout simplement. Et bien glotte ouverte. Hein. Tu vas loin, loin, loin. Tu te rappelles? Loin, 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 loin. Voilà. Et tu réinspires un petit peu. Donc là je lui demande d'inspirer, mais je bloque toujours avec ma main. Vas-y, inspire. On contrôle là tout seul pas mal. Retiens-toi. Donc ça, elle le maîtrise encore pas trop. Elle a tendance à tousser. Ouais, il y en a une toute petite. Il faut apprendre au patient à contrôler sa toux pour optimiser l'efficacité de la séance. Comme vous le voyez sur ce schéma, si le patient tousse trop tôt dans la séance de kinésithérapie, il comprime ses bronches et fait reculer le mucus au lieu de le remonter. C'est pour cela qu'il est important de contrôler sa toux. Vas-y, Romane, concentre-toi bien, fais-le bien. Longtemps, 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 longtemps. Il faut qu'elle expire le plus longtemps possible. Et donc j'accompagne en descendant loin, loin, loin. J'accompagne avec mes mains en fait. Hein. Vas-y, tu continues à souffler. Cet exercice, appelé augmentation lente du flux expiratoire, va permettre d'aller chercher les sécrétions loin dans les bronches et de les faire remonter. Quand le patient inspire lentement, il aide l'air à passer derrière le mucus et lors de l'expiration, il va pousser le mucus plus haut dans les grosses bronches. Maintenant, tu vas faire une accélération. Donc ça, c'est une respiration plus rapide pour permettre de bien remonter la glaire. Encore. Vas-y. Voilà. Et le petit bruit pour faire remonter la glaire. Voilà, c'est bien. Cet exercice que vous venez de voir est appelé augmentation rapide du flux expiratoire. Il permet de faire remonter les sécrétions qui se sont rassemblées haut dans les bronches et de les ramener vers la trachée, avant de les cracher ou de les avaler. Là, on est en pleine période d'apprentissage, lui apprendre à souffler. Donc moi je trouve que pour son âge, Romane est en avance, elle maîtrise bien la technique, même s'il y a encore quelques défauts. Et donc on va continuer là-dessus, continuer à la faire travailler pour qu'elle maîtrise de mieux en mieux la technique. Elle grandit, donc ça devient moins difficile. Lors des séances, des fois elle dit à Alex, donc c'est sa kiné, elle lui dit arrête, je me le fais seule. Donc elle place ses mains, elle-même, et elle essaie de se faire la kiné toute seule. Même quand elle est gênée par des petites sécrétions, elle se fait ses accélérations seule. Si, elle cherche l'autonomie, je le sens, on le sent. Plus l'enfant va grandir, plus il aura besoin de son indépendance. Cette indépendance, il va l'acquérir par l'apprentissage des gestes que le corps médical va lui enseigner. Le médecin, le kiné et les infirmières coordinatrices ont un rôle primordial dans le soutien de la vie de l'enfant et des parents. Il a été important que je me retire un petit peu
pour qu'elle se retrouve avec le kiné et qu'elle crée vraiment une relation avec elle. Là, c'était une relation à 3, c'était bien, mais c'était surtout une relation entre moi et elle. Dans un premier temps, c'était bien. Mais là, maintenant, aujourd'hui, ce qui est très bien, c'est qu'il y a une partie de la kiné qui se fait à l'école. Et là, à l'école, Lily, elle gère sa kiné toute seule, avec sa kiné. La kiné arrive, elle va dans la classe de Lily, elle frappe à la porte. L'institut sait très bien que c'est l'heure de la kiné. Lily sort, elle sort avec sa kiné. Elle installe dans la salle le matelas. Elles font tout ensemble. Lily, elle raconte des choses personnelles qui lui sont arrivées et tout. Et ça aussi, c'est important. Il vient un certain âge où vraiment, ça, il faut qu'il puisse le vivre et être autonome par rapport à ça. Ça prépare pour plus tard. Lily, 10 ans et demi, est maintenant capable de gérer ses flux inspiratoires et expiratoires grâce à l'apprentissage qu'elle a eu durant ces dernières années. Elle arrive à sentir où se trouvent ses sécrétions et à les faire remonter par un drainage adapté. Il y a une complicité entre nous et l'évolution se fait bien. Je prends des cours de kiné chaque fois qu'on va à l'hôpital pour voir quelles sont les nouvelles méthodes et puis pour corriger les erreurs que je pourrais faire. De temps en temps, quand les kinés viennent et que je suis là, bon, ça me permet de regarder aussi comment elles font. Et bon, c'est une bonne méthode pour être indépendant. L'autonomie de l'enfant passe aussi par celle des parents. L'apprentissage des bons gestes va permettre aux parents de pouvoir réaliser certaines séances de kinésithérapie respiratoire lorsqu'un professionnel ne peut la réaliser. Je vais montrer au papa à Lily comment positionner ses mains. Donc la main, il y a une main au niveau du thorax supérieur qui va suivre l'expiration. Donc d'abord on commence par une inspiration lente et profonde par le nez. On gonfle bien, on fait une pause de 3 secondes, puis on souffle glotte ouverte, c'est-à-dire avec les voies aériennes relâchées et ouvertes, comme quand on fait de la buée sur une fenêtre. Voilà, alors là, vous maintenez bien, on laisse la main maintenue et on suit sur l'abdomen. Donc les jambes sont pliées pour permettre d'avoir un abdomen relâché. On ne tousse pas, on ne tousse pas, on ne tousse pas. Il faut maîtriser très bien. Prends bien la respiration avec le nez, ok? Tu gonfles bien tout ça, là, tu gardes pendant 3 secondes et ensuite... La séance de kiné avec Lily, ça se passe tranquillement. On essaie de prendre notre temps pour avoir une demi-heure devant nous, pour bien le faire. Cette demi-heure, elle est ponctuée d'une ou deux petites pauses de 2 ou 3 minutes, histoire de la faire récupérer. Et ça se termine par, comme ça a commencé, mais à l'envers, avec un mouchage de nez, un lavage des mains et un petit bisou pour finir. À son âge, Lily a encore besoin au quotidien d'une personne pour l'aider durant ses séances de kinésithérapie. Si l'enfant et les parents ont assimilé les techniques de kinésithérapie respiratoire, ils peuvent se permettre de partir en week-end ou en vacances. Rappelons que les séances de kinésithérapie respiratoire doivent être réalisées quotidiennement avec beaucoup de sérieux. En fin de séance, on réalise des expirations aidées manuellement pour maintenir la souplesse du thorax. Alors on se met en position d'ouverture du thorax, les bras en chandelier. Voilà, et Lily va respirer normalement, bien gonfler en inspirant et expirer par la bouche, toujours glotte ouverte. Et moi j'accompagne lors de l'expiration le thorax vers le bas, tout en essayant de gagner. Pendant 2 minutes, Lily essaie de faire le moins possible de cycles, que les cycles soient le plus long possible en fait. Et moi j'accompagne son thorax supérieur et je maintiens. C'est plus facile quand l'enfant grandit de le faire participer et de l'impliquer. Je ne sais pas comment ce sera quand elle sera un peu plus grande, quand elle sera adolescente, peut-être qu'il y aura d'autres étapes un peu difficiles. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'inscrire ça dans quelque chose de systématique pour qu'il n'y ait pas d'alternative à ça. Il faut que ça soit fait et il faut que ça se fasse. Elle en ressentira l'intérêt, je pense, naturellement par le bien-être que ça lui procure après. Elle voit l'efficacité lorsque le travail est bien fait et à ce moment-là, je pense qu'elle en ressentira naturellement le besoin et le fera progressivement seule, de manière autonome.
arrive à un stade où des fois on a le ras-le-bol de tout. On en a marre de l'hôpital, d'aller faire les cures, de se faire piquer. On en a marre de la kiné, on en a marre de tout. Voilà, et je pense que là il faut vraiment avoir un très bon soutien familial. Bon, mes parents ont été là vraiment pour m'aider. Il faut avoir un bon soutien de l'équipe médicale, donc l'hôpital, être bien entouré par le professeur, par les infirmières, par les kinésithérapeutes. Et voilà, il y a un cap à passer, quoi. Des fois, je fais mes séances toute seule. Comme ça permet d'avoir une distance entre mes parents et moi. Si je la fais, j'irai mieux après. Donc si je la fais pas, je vais être gênée pendant toute la journée ou toute l'après-midi. L'adolescent, le jeune adulte, ont pris conscience qu'ils avaient besoin de se soigner et vont maintenant chercher à perfectionner leur technique de drainage. Ils gèrent leur emploi du temps et l'ensemble de leurs soins pour améliorer leur qualité de vie. Marine, c'est vrai que je l'amène petit à petit à se soigner toute seule, parce que le jour où elle se soignera seule et sérieusement, sans que je sois derrière lui disant est-ce que tu as fait ta kiné, est-ce que tu as fait ton aérosol, ce sera pour elle la porte de la liberté. L'autonomie s'acquiert également grâce à l'utilisation de différents appareils d'aide instrumentale que Marine utilise avant le drainage bronchique. Le premier appareil, c'est le flûtère. Il va l'aider à travailler l'expiration. L'expiration se fait glotte ouverte contre une résistance externe que représente le poids de la bille d'acier qui oscille. Ceci permet aux bronches de rester ouvertes et stables et de créer des vibrations intrabronchiques qui vont faciliter la mobilisation des sécrétions et leur remontée. Il est également important de travailler l'inspiration grâce à des appareils de spirométrie incitative. Et c'est le Voldin qui va aider à cet exercice. Il va permettre de travailler l'expansion thoracique et favoriser la répartition de l'air dans les poumons, et d'homogénéiser la ventilation grâce à une pause de 3 à 5 secondes en fin d'inspiration. Ce contrôle du débit inspiratoire optimise l'efficacité des aérosols en permettant une bonne déposition du produit. Très vite que si on voulait un petit peu être autonome et faire de la kiné chaque fois qu'il y en avait besoin, il fallait mettre la main à la pâte, sinon on était toujours tributaire des kinés qui ne sont pas toujours disponibles. Et puis ça nous permet aussi d'être autonome pendant les vacances et de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, puisque c'est nous qui programmons finalement l'heure de la kiné en fonction de nos besoins, quoi, et de nos sorties et de nos activités. Ça nous a permis petit à petit d'arriver à cette acceptation de sa part, et puis même si des fois ça ronfle un peu, comme on dit chez nous, ça crée malgré tout des liens très très forts. Je me dis que ma mère ne sera toujours pas là pour moi. Enfin, il y aura bien un jour où je vivrai seule dans un appartement ou dans une maison avec quelqu'un, elle ne sera pas là chez moi tout le temps pour me dire allez viens on va faire la kiné ou t'as fait tes inhalations ou quelque chose comme ça. Elle s'est sentie capable de faire ses gestes elle-même, et donc nous avons trouvé intéressant à la fois pour son autonomie, sa tranquillité, la maîtrise de sa maladie, qu'elle puisse le faire elle-même, et nous avons mis en place un protocole en faisant attention à ce que effectivement les gestes médicaux soient strictement réalisés et en toute sécurité. Nous avons libéré cette salle pendant une petite partie de temps, et nous lui avons donné la possibilité d'aller chercher une clé, de prendre le matériel dans l'armoire pour que ce matériel soit enfermé et reste dans la journée. Tout se passe toujours très bien. Marine est une jeune fille très sérieuse, donc on sait qu'elle le fait tranquillement, et également ça lui permet, elle, d'être beaucoup plus sereine, c'est-à-dire que le fait de s'assumer fait qu'elle n'a pas à attendre quelqu'un qui vienne lui faire sa kiné, qu'elle peut le faire au moment qu'elle désire, qu'elle peut avoir du temps en dehors avec ses camarades, et ça aussi c'est important. Que ce soit seule ou avec sa mère, Marine gère l'ensemble de ses séances de kinésithérapie respiratoire.
Elle utilise une technique bien spécifique qui s'appelle le drainage autogène. Le drainage autogène est l'aboutissement d'une parfaite maîtrise des flux respiratoires et de la localisation de ces sécrétions dans l'arbre bronchique. Même si elle nécessite du temps, cette technique a l'avantage de générer peu d'accès de toux. Elle est également non épuisante et non traumatisante pour les voies respiratoires. La séance commence par une phase de rassemblement des sécrétions périphériques grâce à une ventilation à bas volume pulmonaire et à faible débit. S'ensuit la remontée de ces sécrétions vers les plus grosses bronches en augmentant progressivement le niveau ventilatoire et les débits, pour finir par une augmentation du flux expiratoire classique permettant l'expectoration par une toux efficace. L'acquisition d'une parfaite maîtrise technique de la kinésithérapie permet d'améliorer la qualité des séances de drainage bronchique et de ne pas toujours dépendre d'un kinésithérapeute dont la disponibilité est parfois incompatible avec la vie familiale, surtout en cas de nécessité de séances pluriquotidiennes. On ne saurait cependant se passer d'un kinésithérapeute qui, par ses interventions régulières, voire quotidiennes, permet d'assurer un drainage efficace, d'adapter et d'enseigner des techniques en fonction de l'âge et de l'état du patient, d'assurer une surveillance médicale, d'accompagner et soutenir les patients et leurs familles. Il faut absolument qu'elle arrive à se soigner toute seule, qu'elle gagne ma confiance comme ça. Et en fait, je crois que ce problème, c'est le problème essentiel. C'est que je ne la lâcherai pas tant que je n'aurai pas confiance en elle. Et ça, elle le sait. Et c'est ce qui la motive peut-être aussi pour être autonome et pour sortir un petit peu de mes griffes, parce que je ne la lâche pas comme ça. Certains auraient du mal à l'accepter, que les parents soient toujours derrière un peu. Mais bon, je avoue que ma mère m'aime et que bon, elle veut que je vive plus longtemps. Et c'est en complément de la kinésithérapie respiratoire qu'une activité sportive régulière va assurer le maintien des capacités musculaires et respiratoires. Allez. Allez, le sport, je pense que c'est sûr même, c'est important. C'est important. C'est très, très important. Puis c'est important qu'il reste actif, qu'il reste dynamique, pas qu'il reste toute la journée devant la télé. C'est important de s'aérer, quoi. Par rapport à sa maladie, en plus, il faut faire remonter les sécrétions, donc le sport, il n'y a que ça. Donc en plus, elle aime bien le vélo. Donc j'essaie de l'initier un peu au vélo, à la trottinette. Et ça lui permet comme ça après de remonter ses crachats, quoi. On y va ? Ouais, allez. C'est important qu'ils fassent du sport, c'est important qu'ils sollicitent leur musculature, qu'ils sollicitent leur système musculaire et leur système respiratoire et cardio-respiratoire, ce qui va permettre de les développer. Elle peut faire tous les sports qu'elle veut, quoi. Je sais qu'elle fait de la danse tous les mercredis, elle fait du vélo, je sais qu'ils vont souvent marcher, faire des balades. Et puis l'été, elle va nager, quoi. Chez ses grands-parents, c'est ça ? C'est ça. Quand on fait du sport, on a un dialogue avec son corps, automatiquement puisqu'on le sollicite. Les gens disent que quand ils font une kinésie après avoir fait du sport, eh ben, ils ont l'impression que ça se décolle mieux, que ça sort plus facilement, que ça sort plus vite. Tout ça parce qu'ils ont aussi mobilisé leurs sécrétions pendant cette activité et ça va donc favoriser et aller dans le sens et aider au désencombrement lors des séances de kinésithérapie. Disons qu'à son âge, c'est surtout l'initiation un peu, ça lui permet d'apprendre à faire du vélo, de la trottinette, de courir, donc il n'y a pas de compétition, c'est à son rythme. Et c'est vrai qu'après, ça l'aide bien, quoi. C'est le but. Après, bon, plus tard, je ne sais pas comment ça va se passer, si le tout c'est de faire aimer le sport, quoi. Il faut commencer tôt pour que ça fasse partie de l'hygiène de vie aussi, comme on fait plein de choses, comme on fait son drainage.
Ça ne remplacera jamais la kinésie et il est hors de question d'avoir ce discours-là, mais ça va favoriser, ça va aider et puis ça va donc aussi protéger un petit peu le poumon et lutter un petit peu contre cet encombrement et donc contre ces surinfections. Faut se bouger aussi un peu. Une autre chose très importante après la kiné, c'est l'aérosol thérapie. L'aérosol thérapie est une méthode d'administration qui consiste à faire inhaler par le patient des médicaments contenus dans un nuage. En ce qui concerne les aérosols, donc bon, c'est essentiellement Jacinthe qui les fait. Moi, j'alterne un petit peu pendant les vacances aussi et les week-ends. Donc là aussi, elle a le choix, soit on parle d'une histoire, soit on regarde un dessin animé. Il y a une certaine liberté qui est donnée, mais elle sait que ça doit être fait systématiquement. C'est une méthode qui est très ancienne, qui remonte à l'Antiquité, mais qui s'est considérablement développée ces dernières années, notamment dans la mucoviscidose, avec l'apparition de médicaments spécialement conçus pour cette voie d'administration. L'intérêt, bien sûr, c'est de permettre aux médicaments de se déposer directement et à forte concentration au site à traiter. Dans le domaine de la mucoviscidose, c'est bien entendu l'infection respiratoire. L'aérosol thérapie, c'est quelque chose de très statique. En plus, se rajoute à ça le fait qu'il faut essayer de rendre cette séance active, à savoir l'amener à inspirer correctement, à rendre l'aérosol efficace. Il faut avoir une pensée positive par rapport à ça et pas seulement se dire c'est une contrainte, j'ai pas envie de le faire ou des choses comme ça. Faut dire je veux le faire comme ça, après j'irai mieux. Et puis on a toujours été clair aussi, on lui a toujours expliqué le but des aérosols, je crois que ça c'est important. On lui a jamais masqué la vérité, elle sait ce qu'elle a. Voilà, donc je pense que ça aussi ça aide. Je pense que de dire les choses honnêtement à un enfant ça aide beaucoup. Que ce soit pour la prise de fluidifiants avant la kinésithérapie ou d'antibiotiques après la kinésithérapie, l'aérosol thérapie est un autre traitement très important de l'infection bronchique dans la mucoviscidose. Il doit être réalisé avec beaucoup de sérieux pour optimiser son efficacité. C'est comme la kiné, c'est un moyen de plus pour se soigner correctement. 3 paramètres principaux conditionnent la qualité et la quantité du dépôt des aérosols dans l'appareil respiratoire, c'est-à-dire les deux choses qui font l'efficacité du traitement. D'abord, la liberté des voies aériennes. J'entends par là que lorsque des bronches sont encombrées de sécrétions, il est pratiquement impossible d'espérer avoir un dépôt efficace d'aérosols, notamment d'antibiotiques. Donc la séance d'aérosol doit suivre la séance de kinésithérapie et pas l'inverse. Le deuxième paramètre, ce sont les générateurs d'aérosols et l'élément important, c'est la granulométrie, c'est-à-dire la taille des particules d'aérosol qui doit être idéalement comprise entre 1 micron et 5 microns. Donc on ne voit pas les particules de médicaments évidemment dans le nuage de l'aérosol. Et le troisième paramètre qui à mon sens est peut-être le plus intéressant parce qu'il est vraiment entre les mains du sujet qui va inhaler, c'est les conditions dans lesquelles se fait l'inhalation. Inhaler un aérosol suppose d'être concentré un petit peu sur ce qu'on fait. Il faut être en position assise, le dos bien droit, et ensuite faire des manœuvres ventilatoires appropriées, c'est-à-dire inhaler profondément, lentement, essayer, si faire se peut, de maintenir une apnée, c'est-à-dire arrêter sa respiration quelques secondes à la fin de cette inspiration lente et profonde, et enfin d'une expiration calme. C'est grâce à cette inspiration profonde et calme que les particules de l'aérosol vont se déposer en grande quantité à l'intérieur du poumon, très profondément dans le poumon, et c'est comme ça que le traitement sera efficace, même si d'ailleurs au terme d'une séance, on ne se rend pas forcément compte de la différence de bénéfice entre une inhalation bien faite ou une inhalation mal faite. C'est l'efficacité sur le plus long terme qui permettra de se rendre compte à quel point le respect de ces manœuvres est intéressant pour le patient. Il agit directement sur les bronches. Si on le fait bien, il agit correctement et on a de bons résultats. Il y a deux façons pour un patient d'inhaler l'aérosol. Soit par le nez, en utilisant un masque facial comme celui-ci, soit par la bouche en utilisant un embout buccal.
Le masque facial est essentiellement utilisé chez les petits-enfants. Son inconvénient majeur, c'est que le dispositif est fait de telle sorte que le patient inhale par le nez. Chez le petit-enfant, on ne peut pas obtenir d'inhalation buccale, donc on n'a pas le choix, on utilise le masque facial et l'inhalation nasale. Mais il ne faut pas oublier que le nez est fait pour filtrer tout ce qui est inhalé par un sujet. C'est une barrière, une première barrière de protection, et il exerce ce rôle de barrière à l'égard des nuages de médicaments comme à l'égard des nuages de polluants, comme la fumée de cigarette par exemple. Donc une partie importante de l'aérosol va être arrêtée dans le nez sans être entrée dans l'appareil respiratoire, et ça n'est pas idéal. Donc dès que l'enfant est en mesure d'inhaler par la bouche, il faut privilégier l'utilisation d'un embout buccal qui permet comme ça d'éviter ce filtre que représente le nez. Et dans l'idéal, pour permettre à l'enfant d'utiliser au maximum sa faculté d'inhaler par la bouche, on peut même aller jusqu'à utiliser un pince-nez, certainement pas celui-ci bien sûr, parce que vous voyez qu'il est volumineux, encore que beaucoup de patients qui sont atteints de la mucoviscidose connaissent ce type de pince-nez parce qu'ils sont utilisés dans les laboratoires d'exploration fonctionnelle, mais pour l'inhalation au quotidien d'aérosols, on a des petits pince-nez plus pratiques qui permettent de privilégier l'inhalation buccale. Un certain nombre d'arguments plaident d'ailleurs pour l'utilisation systématique de ces pince-nez. Il y a de bonnes raisons de penser que ça améliore le dépôt de l'aérosol dans l'appareil respiratoire et peut-être aussi que ça raccourcit les séances de nébulisation. Il existe différents principes pour la production des aérosols et dans la mucoviscidose, on utilise essentiellement des nébuliseurs qui sont actuellement de deux grands types. Des nébuliseurs ultrasoniques, dont vous avez un exemplaire ici. Vous avez ici trois types de nébuliseurs pneumatiques qui diffèrent entre eux d'une part par le nébuliseur, c'est-à-dire la cuve, et puis en l'occurrence ici l'embout buccal, qui sont différents d'un système à l'autre. Chacun d'entre eux comporte le compresseur qui envoie l'air comprimé et la partie proprement dite nébuliseur, grâce à laquelle l'air comprimé produit le nuage d'aérosol. Le nébuliseur est constitué de 4 parties qu'il faut bien assembler pour qu'il fonctionne bien. La première partie, c'est la cuve de nébulisation dans laquelle on injecte la solution de médicaments à nébuliser. La deuxième partie, c'est ce qu'on pourrait appeler le couvercle qui s'emboîte avec la cuve de nébulisation et qui est recouvert de cette partie qui permet d'augmenter la production de l'aérosol au moment de l'inspiration, qu'il faut veiller à bien connecter avec le couvercle de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite, sans quoi la production de l'aérosol est très très diminuée. La dernière partie, c'est l'embout buccal qui se connecte ici sur la cuve de nébulisation. Le nébuliseur fonctionne bien à condition d'une part d'être bien connecté et d'autre part d'être tenu en position bien verticale, sans quoi le système se met à crachoter avant même que le nébuliseur soit vidé et alors la production de l'aérosol est très diminuée. Faut te dire, je vais le faire comme ça, après j'irai mieux. Maintenant, regardons et écoutons les conseils pour bien la faire. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? Se laver les mains. On se lave les mains quand on revient de l'école. Après la kiné, avant l'aérosol. Oui, avant l'aérosol, très important. Et on se lave les mains aussi avant les repas. Se laver les mains après les repas. Oui, le plus souvent possible. Allez, mademoiselle, rincez bien. Ah. L'antibiotique qui va bien agir là où il faut, dans les poumons. Allez, mademoiselle, bien en bas du réfrigérateur. On va maintenant le mettre dans le nébuliseur. Alors très bien, qui est désinfecté. Alors pour désinfecter le nébuliseur, on fait comment, Lily? On le met dans l'eau. Oui, on le passe sous l'eau. On le lave avec du produit vaisselle, on le rince bien ensuite, soit on le met ensuite dans le nuque ou bien on le met dans une solution qui est avec solus stérile
c'est-à-dire un produit de stérilisation à l'eau. Voilà. Alors là, ça c'est pratique. Hein. Avec Toby, il suffit de faire comme ça. Et là, on presse, on prend le fil et puis on y va. On va aller faire notre aérosol. Il faut donc sortir le matériel nécessaire pour le soin, qui est donc le produit aérosolisé, ainsi que le kit de nébulisation qui a été précédemment lavé, rincé et décontaminé. La décontamination est très importante puisqu'il y a des études qui ont montré que certains patients s'étaient recontaminés avec le matériel mal nettoyé ou pas du tout nettoyé. Et ce qui est très important, c'est de bien s'assurer que le nébuliseur est bien sec, puisque on le sait, le piocyanique adore tous les milieux humides et toutes les eaux qui stagnent. Avant de sécher les kits de nébulisation, on peut aussi les rincer, mais il est important de ne pas rincer avec l'eau du réseau. Il est préférable d'utiliser de l'eau bouillie pour pouvoir rincer les différents éléments, de façon à ne pas avoir l'odeur ou le goût de chlore dû à la javel ou au comprimé de stérilisation à froid. Alors là, on le fait vraiment profondément pour que ça aille au bout des poumons. Et c'est pour ça que maman est très attentive. Je lui dis de s'asseoir, de se mettre plutôt droite au niveau de la position et d'essayer de garder sa tête droite. Éviter de tourner, de regarder à droite, à gauche, pour que le médicament passe bien dans toutes ses branches. Au début, je disais à Lily, que je lui disais, mais plus profondément, plus profondément. Alors ça la fatiguait. Alors elle m'a dit, écoute maman, je préfère que tu me répètes un mot, et comme ça, moi, je sais, et je le fais plus profondément. Je la surveille de loin, je reste pas à côté d'elle. Je me mets à la cuisine où je fais ce que j'ai à faire, mais j'ai toujours une oreille. J'entends si elle expire et si elle inspire profondément. Et si elle oublie, de temps en temps ça arrive, je la rappelle à l'ordre. Je lui dis, Romane, respire profondément. C'est très important d'être droite, parce que si elle n'est pas droite, bon, bien évidemment, ça ne peut pas aller au bout des petites bronches. Hein, ce qui est très important, parce que là aussi, il faut que ça puisse bien agir. On lui disait, Romane, tiens-toi comme il faut, mets ta tête droite. Et je crois que c'est un petit peu un conditionnement. Ce qui fait que peu de temps après, elle l'a fait naturellement bien. De temps en temps, elle s'avachit un peu, mais elle le fait bien. Allez, on y va. Grâce à tous ces moments qu'on s'offre toutes les deux, là, au travers des aérosols, eh bien, on a fait plein de lectures très, très intéressantes. Dans les Cyclades, carrefour de toutes les voies de communication, fut à la fois un des marchés du bassin méditerranéen et l'un des plus riches lieux saints de Grèce. Alors là, par contre, on ne va pas y aller. Hein? Nous, on va aller, parce que là, séduite par Zeus et poursuivie. Nous, on va faire ce voyage-là, tu vois. On va aller à Delphes, on va aller... oui, on va monter jusqu'à Delphes, on va même monter un petit peu plus haut. Les parents et le corps médical débordent d'énergie et d'astuces pour que ces moments se passent le mieux possible. Mais il faut garder comme objectif bien faire sa séance d'aérosol thérapie pour qu'elle soit la plus efficace possible. D'abord, il faut rappeler qu'avant de commencer sa séance d'aérosol thérapie, il est impératif de dégager ses bronches par une séance de kinésithérapie. Ensuite, il y a certaines règles à tenir pour aider le produit à aller le plus loin possible dans les bronches sur le site de la maladie. Il y a 4 règles à respecter pour que l'aérosol soit le plus efficace possible. Déjà se tenir bien droit pour avoir une bonne pénétration de l'air dans les poumons. Il faut déjà avoir une bonne position, le dos bien droit de façon à dégager en fait la cage thoracique et avoir un mouvement ample. Règle numéro 1. La position. Installé à l'endroit choisi, il faut s'asseoir bien droit pour aider le produit à aller le plus loin possible dans les bronches. Si l'on ne se tient pas droit, l'aérosol reste bloqué au fond de la gorge. Il faut tenir le nébuliseur bien droit pour qu'il fonctionne correctement. S'il n'est pas tenu correctement, l'aérosol ne pourra pas être créé.
La bouche, les lèvres bien fermées autour de l'embout buccal, de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite sur les côtés. Il faut maintenir la bouche bien fermée autour de l'embout buccal pour que le médicament ne s'échappe pas. Si l'on inspire la bouche mal fermée, la langue dans le nébuliseur, ou si l'on parle en même temps, moins de médicaments ira dans les bronches. Respirer profondément et calmement et bien prendre son temps. Une respiration lente et profonde pour justement permettre d'avoir un courant ventilatoire qui permet justement au produit de descendre bien dans les bronches. Il faut apprendre à amener le médicament le plus loin possible dans les bronches. Il y a une technique à adopter. Il faut inspirer lentement et profondément à un rythme régulier, pas trop rapide. Si elle respire trop rapidement, en faisant un mouvement un peu accéléré, ce qui se passe, il y aura impaction en fait de toutes les petites particules, les petites molécules de produits au niveau de la gorge, au niveau de la glotte. Le traitement de la mucoviscidose, comme celui d'ailleurs de toute autre maladie chronique, pose aux médecins, mais aux patients aussi, bien sûr, le problème de ce que les médecins appellent l'observance. L'observance, c'est la façon dont les patients suivent les prescriptions. Ces séances d'aérosol thérapie, il faut les caser en plus de la kinésithérapie et des autres traitements dans le planning de la journée, et ça n'est pas toujours facile, et il faut admettre l'idée qu'on est à la recherche d'un compromis. Ce compromis, ça consiste d'une part éventuellement à diviser la séance d'aérosol thérapie en 2 périodes de 5 ou 10 minutes au lieu d'une période plus longue qui lasse le patient, et puis aussi ne pas forcément s'arc-bouter sur des horaires et savoir adapter en fonction par exemple de l'emploi du temps au collège ou au lycée pour ce qui est des enfants. Un point important également pour privilégier l'observance, c'est d'essayer de ne pas être complètement obnubilé précisément par cette fameuse durée de la séance de nébulisation. Il m'arrive d'entendre quelquefois, ici ou là, dire que la séance de nébulisation doit durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. 20 minutes certainement pas, c'est beaucoup trop long, mais 10 minutes c'est pas non plus un dogme. Ce qu'il faut, c'est essayer d'être à l'écoute, au sens propre du mot d'ailleurs, du nébuliseur, et ne pas prolonger la séance dès lors qu'on entend une espèce de petit crachotement. Ce petit crachotement signifie que la production de l'aérosol devient pratiquement inefficace et ça ne sert à rien de la prolonger, la séance. Le peu de nuages d'aérosol qui va être produit est pratiquement inefficace et va lasser le patient pour finalement peu de choses. C'est ce qu'on appelle le volume résiduel dans le nébuliseur. On ne peut pas faire en sorte que le nébuliseur soit sec à la fin de la séance et donc ne pas prolonger inutilement les séances. On aurait envie des fois que les médicaments qu'on prenne, les aérosols et les moyens de faire la kiné soient un peu plus rapides, mais tout aussi efficaces bien sûr. Donc ce serait ça qui serait pratique pour le futur. Il existe d'autres modes de décontamination validés qui font aussi l'objet d'une publication par VLM dans les recommandations sur l'hygiène. Il s'agit de l'eau de Javel que l'on peut utiliser une fois reconstituée. On va l'utiliser, on aura besoin d'un petit bac. Là, il s'agit d'un bac que d'un litre. Et donc, la concentration est de 30 millilitres pour 1 litre. Donc là, je vais donc mettre un quart de verre, puisque ça fait 30 millilitres. Sinon, on peut utiliser le demi-verre pour 2 litres d'eau. Donc, un quart de verre de Javel. Et je complète avec de l'eau du robinet jusqu'à 1 litre. Et je mets tous les éléments du nébuliseur déjà nettoyés dans cette solution qui restera au minimum une demi-heure. Une autre façon aussi de décontaminer le nébuliseur est d'utiliser des comprimés de stérilisation à froid qu'on utilise pour les biberons et donc à la concentration qui est demandée. Par exemple, pour ce comprimé, c'est 5 litres d'eau. Pour un petit bac comme cela, je devrais utiliser un quart de comprimé. Et le temps de pause des
du matériel est de 30 minutes comme pour l'eau de Javel. Il y a aussi une autre façon de décontaminer les différents éléments du nébuliseur qui est d'utiliser de l'eau bouillie, en fait, de faire bouillir les différents éléments dans une casserole pendant 5 minutes. Une fois les 30 minutes passées, ou même plus longtemps après, avant la prochaine utilisation du nébuliseur, on peut donc sécher, et on doit donc sécher toutes les parties du nébuliseur, donc avec un papier absorbant. Et si on peut le sécher assez rapidement, il peut être conservé dans une petite boîte hermétique emballée dans un chiffon propre, soit en coton propre dans lequel on emballe les différentes parties, soit du papier à usage unique, de façon à garder le plus propre possible le nébuliseur pour la prochaine utilisation. La décontamination et le séchage des nébuliseurs prennent du temps au quotidien. Pour limiter la répétition de ces gestes, un nouveau service est proposé, le T-Pack Service. Nicolas, je viens de te présenter un produit, le T-Pack Service. Qui est fait pour te faciliter un petit peu la vie. Ça va nous améliorer la vie parce que le plus long dans tout ça, c'est le nettoyage. Voilà le stérilisateur. Et puis 2 boîtes où seront rangés tes nébuliseurs. Et je vais te montrer comment ça se présente. Tu as une cuve. Ce qui est très important, c'est de mettre 90 ml d'eau et pas plus. De manière à ce qu'il y ait la quantité suffisante mais qu'il n'y en ait pas trop. De les mettre à l'envers dans les trous. La partie supérieure, tu la démontes et tu la mets en haut. Tu remets ton chapeau et ensuite simplement enclencher. Voilà. L'avantage essentiel, c'est que tu peux avoir beaucoup de nébuliseurs à l'intérieur et pas avoir cette corvée à chaque fois que tu fais ton aérosol, nettoyer et stériliser. Là, tu en stérilises beaucoup à la fois. Tu peux en stériliser 6. Ça dure environ un quart d'heure. À la fin de la stérilisation, je te montrerai, on fait couvrir un petit peu le chapeau, le basculer un petit peu, de manière à ce que ça se sèche tout seul. Dès que la stérilisation est finie, tu sors tes nébuliseurs et tu peux les reconditionner pour les repasser dans la boîte de manière à pouvoir les réutiliser ultérieurement, mais tu sais qu'ils sont stériles et tu vérifies quand tu remontes ton appareil que ce soit bien sec, que tous les éléments aient bien séché dans le nébuliseur, si c'était pas dans le stérilisateur. Si ce n'était pas le cas, tu sèches un petit peu avec du papier essuie-tout. Tu refermes ta boîte de manière à avoir tes nébuliseurs bien tranquilles et bien stériles. Et voilà, tu vois. Autre chose importante, le tuyau qui relie le nébuliseur à l'appareil, au compresseur, doit être aussi observé et nettoyé puisque vous avez parfois de la condensation à l'intérieur du tuyau qu'il faudra chasser puisque c'est de l'humidité. Donc on peut décontaminer aussi le tuyau. Et pour justement chasser toute cette eau, on va brancher le compresseur à vide et le faire fonctionner de façon à éliminer toute l'humidité qui est stockée à l'intérieur du tuyau.
Il existe aussi d'autres modes de décontamination des nébuliseurs, mais si vous n'êtes pas sûr de leur validité, référez-vous au correspondant que vous avez au niveau de votre CRCM. C'est le microbe, le pio machin là, je connais pas le nom, voilà, oui. Qui est mauvais pour la mucose, ça peut les infecter. La première chose pour nous, en fait, qui est très importante, c'est le lavage des mains. Je dis toujours, par exemple, quand Lily revient de l'école, tu vas te laver les mains. Au départ, c'est une véritable contrainte, parce qu'on se dit que en temps normal, sans la mucoviscidose, on aurait peut-être plus la liberté de pas se laver les mains si, là, non. J'essaie d'avoir les lavabos toujours propres. J'aime bien que la maison soit propre, pas trop, parce que je suis pas une maniaque, mais il faut que ça soit... qu'il n'y ait pas trop de saleté par terre. Donc déjà c'est un bon point. Garder toujours mes sanitaires propres. Ensuite, c'est éviter les atmosphères poussiéreuses ou bien enfumées. L'hygiène dans la mucoviscidose, pourquoi ? Eh bien parce qu'on sait que dans la mucoviscidose, il y a des germes qui sont présents dans l'environnement, auxquels les enfants et les adultes aussi sont plus sensibles. Et donc le but de l'hygiène dans la mucoviscidose, c'est donc de diminuer les réservoirs de ces germes. On les retrouve le plus souvent dans les milieux humides. C'est Ophilus influenzae, vous avez aussi le piocyanique, et la prévention va justement porter sur les pièces humides de la maison, comme la salle de bain, la cuisine, les toilettes. Ce sont des salles où il faudra avoir une attention toute particulière au niveau de l'hygiène. On va voir par exemple au niveau du lavabo, eh bien, vous avez souvent des germes qui restent au niveau de la sortie du lavabo. Vous avez des germes aussi qui peuvent rester collectés en fait au niveau du siphon. Et donc pour cela, on a quelques petits conseils. Il faut toujours laisser l'eau couler pour avoir une eau courante pour pouvoir l'utiliser. Régulièrement, mettre de l'eau de javel en fait dans les siphons. Et alors on conseille le plus souvent le soir, de façon à ce que le produit ait le temps d'agir. Les petits enfants, souvent, lorsqu'ils vont tirer la chasse des toilettes, ils ont toujours la tête au-dessus des toilettes. On sait très bien que l'eau des toilettes est chargée en microbes. On conseille toujours de rabattre l'abattant des toilettes et après de tirer la chasse. Lorsqu'on utilise une douche, on préconise plutôt d'utiliser des petits jets plutôt qu'un gros jet qui va ramasser en fait tout ce qui peut se tenir comme germe en fait dans la salle. Donc, au niveau des serviettes, au niveau des serviettes de toilette, des gants, que ces serviettes puissent être séchées rapidement. Donc ici on voit qu'elle est directement sur un chauffage de façon à ce que ça sèche rapidement. Sinon, si vous avez une salle de bain avec une fenêtre, de façon à ce que ce soit aéré pour que le linge de toilette soit séché le plus rapidement. Ce qu'on préconise, par exemple chez les petits-enfants, c'est toujours d'utiliser des jouets qui sont fermés, c'est-à-dire des jouets sans soufflet, de façon à ce qu'ils puissent être facilement désinfectés, des petits jouets plastiques, facilement désinfectables et en plus sans soufflet pour ne pas avoir d'eau à l'intérieur du jouet qui serait justement source de contamination puisqu'il y aura des germes qui se multiplieraient à l'intérieur et on ne peut pas nettoyer. La cuisine aussi est un milieu où les germes ont tendance à se multiplier. Par exemple, au niveau de l'éponge. L'éponge est un milieu très humide et en fait l'eau reste dans l'éponge. Et on préconise plus souvent d'utiliser plus des lavettes que des éponges. L'avantage avec ces petites lingettes, c'est que c'est jetable. C'est jetable, mais ça peut se conserver plusieurs jours. Et c'est que ça sèche, parce que c'est très aéré, ça sèche très très vite. Et donc, vous n'avez pas l'humidité en fait, qui va stagner à l'intérieur. Le pio, ça se trouve où, selon vous? Alors, dans toutes les eaux stagnantes. Oui. Si je veux me servir du robinet pour me laver les mains, etc. Donc, j'ouvre, je laisse. Vous laissez couler. Et ensuite, je me sers de l'eau stagne en fait au niveau de la tuyauterie, au niveau de tout le réseau comme ça. Et vous avez aussi des germes qui restent à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on conseille souvent de bien nettoyer. L'eau de javel et tout ça. Oui. Voilà. Vous utilisez l'eau de javel pourquoi? Pour les lavabos? Oui, pour les toilettes, pour la baignoire. Oui. Un petit tous les lieux humides en fait, de la maison. Pour la table, oui. Pour le plan de travail derrière. Pour tous les plans de travail. Mais je lave pas tous les jours. Hein.
Non, mais je lave tous l'essentiel. les 2-3 jours et je passe l'aspirateur par contre tous les jours puisqu'on a un chien. Donc, puis je trouve que pour les enfants... Mais c'est bien d'avoir toujours un endroit... C'est de l'hygiène de base en fait, ce dont on Oui, parle. tout à fait. On sait aussi que le piocyanique, on en retrouve aussi dans la terre. C'est pour ça qu'on vous dit en général d'éviter de faire de votre maison un jardin. Mais bon, là, c'est pas un jardin, c'est une belle plante. Mais il faudra faire attention quand Pierre sera un petit peu plus grand, d'éviter de qui joue dans la terre. Et surtout avec les bacs, vous voyez les coupelles comme ça où il y a l'eau. On peut avoir les aérosols, et là, c'est un petit peu plus... D'accord. Plus grand. Donc, on préconise plutôt des bacs fermés, où il n'y a pas de vapeur d'eau qui peuvent vraiment être en contact direct avec l'enfant, quoi, pour ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment revenir à de l'hygiène de base classique, c'est-à-dire se laver les mains après les gestes sales de la vie. On est sorti des toilettes, on se lave les mains. Avant de manger, il faut se laver les mains. Et je pense que déjà en faisant ces petites choses-là, on se prémunit de certaines infections. Donc le lavage de mains, le plus souvent donc avec un savon liquide, de façon à éviter d'avoir des germes sur les mains lorsqu'on va travailler. Donc il est préférable d'enlever tout bijou, montre, bague, bracelet, se mouiller les mains, mettre le savon sur main mouillée et donc frotter les paumes des mains, l'intérieur des doigts. N'oubliez pas l'espace entre le pouce et l'index, le dos des mains, les interdigitaux et les ongles. Faire comme ça. Les parents et les enfants doivent se laver les mains avant tout soin et plutôt utiliser du papier à usage unique pour s'essuyer les mains, puisque on est plus garant de la propreté du papier que de l'essuie-main qui va rester accroché et séché, humide dans une cuisine. Et ça permet de refermer le robinet. Quand on annonce le diagnostic, l'une des premières choses sur lesquelles on va insister, ça va être le suivi, le rythme des consultations, mais la première chose qu'on va essayer de dire, c'est d'essayer de limiter l'infection. Et limiter l'infection, tout de suite, on rentre dans l'hygiène et on va donner une information un peu, je dirais, standard, mais qui sera perçue par les familles différemment. Il y a des familles qui vont carrément stressé au niveau de l'hygiène et dire ça y est, c'est interdit de faire telle chose, c'est interdit de faire telle autre chose. Et c'est ce qu'on ne veut pas justement qui arrive. Il y a il y a des aménagements à faire, il y a une rigueur à avoir. Je dirais qu'il faut être plus rigoureux que d'interdire franchement des choses. C'est-à-dire d'être raisonné. On sait les milieux humides, et bien par rapport aux milieux humides, on va agir pour limiter au maximum. On a vu dans ce film plein d'informations qui nous parlent de la kinésithérapie et des aérosols. C'est des choses qu'il faut bien connaître parce que, en fait, dans la mucoviscidose, si actuellement on n'a pas de traitement qui permette de guérir, on a plein de traitements qui permettent de vraiment freiner la maladie, mais qui doivent être faits au quotidien. Et c'est ça qui paye. Plus on va bien faire ces traitements, bien régulièrement et avec une bonne technique, plus ces traitements sont efficaces. La mucoviscidose, c'est vrai que c'est une réalité. C'est une maladie qui est grave et à laquelle on peut en mourir. Mais maintenant, il faut savoir quand même que si on fait super bien son traitement, si on fait vraiment une bonne kiné, qu'on fait du sport, alors bien sûr le sport, pas aller gravir des sommets, mais rien que d'aller marcher, rien que c'est quelque chose de très très important. J'ai vraiment eu des découragements terribles, j'ai vraiment vu le bas. Et puis d'un coup il y a eu la petite étincelle qui dit que quand même j'aimerais bien revenir à la montagne, bien revoir, revenir à la caravane, refaire des choses. Et c'est vrai que là il faut vraiment s'accrocher. On n'est pas seul parce qu'il y a des équipes derrière, les équipes des CRCM où il y a des kinésithérapeutes, des infirmières, des diététiciennes qui sont là en permanence pour aider donc à se bagarrer contre cette maladie. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut s'en sortir. Si on fait tout ça, on met toutes les chances de notre côté
pour vraiment passer le cap de l'adolescence, aller jusqu'à l'adulte et avoir vraiment une vie normale avec une amie, faire plein de choses, profiter de la vie, de la nature comme vous voyez qui est vraiment très belle. Voilà quoi. Mais voilà, après avoir été soutenu pendant 10 ans par le corps médical, maintenant c'est moi qui le soutiens. Ouais! On n'est pas bien là. Elle est pas belle la vie, hein?